Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire CoServit et Tenor. Voilà, juste en préambule pour vous expliquer en quelques mots d'où ça vient tout ça. L'idée première, c'est de rajouter de la valeur ajoutée à ServiceNav en intégrant donc des différents autres résultats que ceux de la supervision classique que l'on peut avoir avec ServiceNav. Et donc aujourd'hui, on va parler de DEX, de la solution DEX de la société Tenor. Donc bon, Benjamin va nous présenter tout ça, mais l'objectif, c'est de voir comment cette solution peut améliorer et peut aider à visualiser les échanges inter-applications et comment les résultats de cette solution DEX peuvent s'intégrer à ServiceNav. Donc voilà, Benjamin va vous présenter la solution et après on ira aussi sur 2-3 écrans de ServiceNav que vous connaissez bien pour vous montrer réellement cette intégration, ce que c'est dans le détail. Benjamin, c'est à toi. Merci beaucoup Romain. Donc effectivement, l'idée est de voir les synergies qu'il peut y avoir entre ServiceNav et l'application DEX. Donc juste rapidement pour présenter Tenor. Aujourd'hui, Tenor, c'est effectivement une solution et on édite et on est éditeur de nos propres solutions en termes d'échange de données, qu'elles soient interapplicatives ou entre partenaires et entre différentes sociétés. On va rentrer un petit peu là-dedans. Pour positionner Tenor, c'est une société qui a une trentaine d'années d'expérience aujourd'hui, où il y a plus de 2000 clients actifs avec 80 experts au service de nos clients, donc un panel de 54 pays, avec 35% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger. Et aujourd'hui, avec ces 30 ans d'expérience, effectivement, comme on vient interconnecter les applications, on a tissé un réseau de partenaires et dont CoServit en fait partie, mais surtout des gros comme des Microsoft, des SAP, des IFS, et également nous faisons partie dans certains de nos métiers dans des groupes de travail autour de tout ce qui est dématérialisation de documents et ce genre de choses. Pour présenter rapidement Tenor, l'architecture de Tenor est faite sous 5 offres majeures. Qui sont l'échange de données informatisées qu'on peut appeler qu'on appelle le DI, que ce soit en SaaS, en on-premise ou avec des applications web EDI. Nous faisons également tout ce qui est dématérialisation fiscale des factures de B2B, donc de société à société, ou de B2G, business to gouvernement, avec le développement de portails comme Chorus, où on est interconnecté en entrée et en sortie sur ce portail gouvernemental. Dans nos métiers d'EDI, on nous a amené à faire de ce qu'on appelle de l'onboarding fournisseur. C'est simple, à partir du moment où on récupère où on a un grand pool de fournisseurs qu'on souhaite démarrer en EDI, eh ben on a développé une application qui permet de tester, de valider la capacité des différents fournisseurs ou des différents partenaires à échanger dans ces modes d'échange qui est l'EDI. Et en fait, c'est un logiciel qui est tripartite puisque on a notre client une cellule de validation chez Tenor. Dans beaucoup de secteurs d'activité, les principaux, l'automobile, la grande distribution, c'est là où il y a énormément d'échanges de données, l'industrie, l'aéronautique, le service public et tout ce qui est santé, transport, puisque en transport, on a besoin d'interconnecter énormément d'applications les unes avec les autres. Un certain nombre de clients qui ont pu nous faire confiance, forcément, on est des grands noms comme Renault, Peugeot, le Conseil d'État, des Nutrixo, des Transgourmet, des MAPA, etc.,
qui utilisent aujourd'hui nos services. Voilà pour ce qui est présentation rapide de la société Ténor. Je vais rentrer un peu plus dans le détail avec l'offre DEX. Aujourd'hui, on en est à la 10e version de cet applicatif. Voilà, en gros, le schéma de l'application, elle vient se créer et s'insérer au cœur de votre SI et on va pouvoir aller piloter les échanges entre votre ERP, votre WMS, votre ERP, votre back-office, les systèmes RH, les reporting, mais également DEX est capable d'aller se connecter et de recevoir des flux fichiers avec des clients et on va aller créer une interface qu'on va pouvoir réutiliser par type avec la GPAO ou donc derrière pour interconnecter tous ces systèmes on va utiliser des connecteurs. Ces connecteurs sont tous les connecteurs du marché tels que des répertoires Windows, des échanges de mails, du FTP, du SSH, j'en passe c'est les meilleurs, du TCP, tout ce qui est protocole AS2, des connecteurs de base de données, tout type de base de données qu'on peut trouver sur le marché, des connecteurs HTTP, HTTPS, tout ce qui est des triggers SSIS que vous pouvez aller déclencher directement avec DEX, un connecteur SAP et bien sûr, avant j'ai oublié tout ce qui est fil AMQP et bien sûr tout ce qui est web service avec les sortes du web service REST, tout ce qu'on peut y faire. À partir du moment où vous avez interconnecté vos systèmes dans un référentiel avec tout ce type de connecteurs, vous avez une multitude d'outils qui va être à votre disposition. Vous allez avoir ce qu'on appelle un DB Mapper. C'est un état qui va vous permettre de transformer une base de données vers un fichier vers une base de données, ou carrément de connecter une base de données vers une autre base de données avec un mappage à l'intérieur. Vous avez également tout ce qui est transformation. Donc, vous avez un fichier XML que vous voulez transformer en fichier JSON ou un fichier CSV ou un fichier texte ou un fichier EDI que vous voulez transformer en n'importe quel autre format de fichier. Et DEX est tout à fait capable de faire ça. Derrière, vous avez également la possibilité de faire des boucles, des conditions, du web service. Et également tout ce qu'on appelle un bus applicatif, c'est-à-dire que vous allez avoir en entrée un fichier qui va aller, donc c'est le dépôt de bus, et derrière qui va aller alimenter plusieurs systèmes en parallèle avec des cheminements différents selon les systèmes pour pouvoir mutualiser vos flux. Typiquement, si je prends un exemple simple qui peut parler à tout le monde, vous avez une commande qui arrive, et vous allez alimenter votre logiciel de vente, mais vous allez également alimenter le logiciel qui gère la production pour déclencher la commande ou directement aller déclencher la préparation de cette commande au niveau de l'entrepôt logistique. Et une dernière étape, je n'ai pas parlé, qui est également l'étape de validation. C'est un flux, typiquement, vous recevez, si je reste sur mon exemple de commande, vous recevez une commande, vous recevez un fichier et il y a une validation humaine à avoir avant de pouvoir continuer à exécuter ce process. Donc, typiquement, le flux va s'arrêter, vous allez identifier un certain nombre d'éléments à l'intérieur d'un flux. Il va s'arrêter, vous allez pouvoir poser une question à un métier ou à une personne donnée pour qu'elle puisse valider ou potentiellement venir compléter des informations. C'est également une étape qu'on va utiliser quand on a des erreurs récurrentes et dont on a toujours besoin et qui tombent à l'IT, par exemple, en erreur.
au lieu que ça tombe en erreur à l'IT, ben, on va aller poser la question au métier puisque c'est à eux de répondre à la question ou au manque d'informations contenues dans le message qu'on est en train de traiter dans le flux, qui va mettre en stand-by le flux jusqu'à ce que l'opérateur complète les données. Et le flux, une fois que les données ont été complétées, le flux va continuer sa vie tel qu'il a été conçu initialement. Je vais vous continuer à présenter rapidement l'outil, puis après on va faire carrément une démonstration, puisque c'est quand même ce qui est mieux. Donc là, juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de cet outil. Cet outil, en fait, c'est le même outil qu'on va installer dans l'ensemble de nos clients. Et forcément, des petits clients vont installer tout ça sur un même serveur. Et des très gros clients, ils vont optimiser leur serveur et la possibilité d'éclater l'exécution des flux et des process à l'intérieur du USI. Donc, au minimum, on va avoir un serveur qui va contenir une base de données, qui va contenir le scénario du flux que vous allez vouloir exécuter, mais qui va également contenir toute la partie traçabilité des flux et supervision. C'est là où ServiceNav va venir se connecter pour pouvoir avoir une traçabilité et un suivi d'exécution des flux potentiellement. Derrière, il y a un serveur et tout ce qui est ordonnanceur. De l'autre côté, on va avoir tout ce qui est exécution et démarrage des moteurs avec tout ce qu'on appelle nous runners. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un flux à exécuter, il va aller chercher le scénario du flux dans la base de données, il va aller le mettre à disposition d'un moteur d'exécution et ce moteur va exécuter votre flux. Et c'est là où l'offre est évolutive, c'est que on peut mettre les moteurs d'exécution sur différents serveurs pour aller optimiser tout ce qui est process Windows, etc. Et la gestion des bases de données se fait bien sûr sur tout ce qui est Microsoft SQL et Oracle ainsi que MySQL. J'ai passé à la partie démonstration de l'outil. Donc l'outil est composé de deux moteurs, peut-être que je vous montrais. Un écran web qui permet de suivre l'exploitation, possibilité de voir les flux qui sont actifs ou non actifs. Une des parties essentielles du logiciel qui est la partie référentielle, ce qui fait que vous pouvez donner accès à des gens pour qu'ils puissent venir configurer tout ce qui est partenaire, applicatif et serveur et point de connexion. Et vos points de connexion, forcément, vous allez avoir des points de connexion. C'est toute la partie configuration des points de connexion qu'on va y retrouver. C'est ce que je citais tout à l'heure, avec un certain nombre d'informations qui vont venir forcément se greffer par type, puisque sur les répertoires Windows, on n'a pas besoin des mêmes informations que pour de la réception de mail. Réception de mail qu'on est capable de réceptionner en POP, en IMAP et en Note 2 pour les identifications à Microsoft, etc., etc. Et donc là, vous avez la liste de toute la configuration de vos points de connexion. Une fois que vous avez configuré votre référentiel, vous allez pouvoir utiliser ces points de connexion dans les différents flux. L'avantage, c'est que ces points de connexion, ils sont centralisés à un endroit et si vous avez, par exemple, un DB, il va pouvoir venir saisir son nom d'utilisateur, son mot de passe, ce qui fait que la personne qui va développer le flux, qui n'est pas forcément l'administrateur, il n'a pas besoin de connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'application. Ce point de connexion est ouvert à tous les utilisateurs qui ont accès à ce point de connexion, puisque forcément tout ça c'est géré par des droits au niveau des partenaires ou au niveau des applicatifs
forcément, tout n'est pas ouvert. Et ce qu'on a également la possibilité de voir, c'est la cartographie des flux où potentiellement sur un point de connexion, ben, on va voir quels sont les flux qui sont actifs ou non actifs qui utilisent ce même point de connexion. Ce qui me permet, si demain j'ai une maintenance à faire sur un point de connexion, de pouvoir mettre en stand-by l'intégralité des flux ou pouvoir activer tous les flux liés à ce point de connexion ou potentiellement directement les supprimer ou l'éditer. Voilà ce qu'on peut faire. Je vais aussi également rentrer à l'intérieur du logiciel pour vous montrer qu'effectivement, nous, on a voulu développer tout ce qui était un EAI, ce qu'on appelle un EAI un petit peu tactile et simple d'utilisation. Pourquoi? Parce que quand on veut créer un nouveau flux, la simplicité est, on va vouloir créer un nouveau flux. Donc là, on va lui donner un petit nom. On va lui donner une étiquette de classification, ce qui permettra après, derrière, dans l'écran de suivi d'exploitation de ce flux, de pouvoir le retrouver. Et une fois qu'on a mis ça, on a la possibilité d'autoriser des multiples, de mettre des priorités d'exécution, d'interdire le déclenchement d'autres flux quand ce flux va s'exécuter, où on a la possibilité également de réserver des moteurs d'exécution à l'exécution de ce flux. C'est simplement pour privilégier certains moteurs d'exécution pour pas saturer d'autres moteurs. Et typiquement, ce qu'on aime bien, on aime bien comparer ces moteurs d'exécution et cette réservation de moteurs d'exécution à, sur une autre route, on veut que ça aille très vite et que les flux, donc ça va être plutôt des petits flux qui vont s'exécuter et qui vont aller très très vite. Et on va créer des routes départementales où on va avoir des très gros fichiers et qui potentiellement vont prendre du temps, mais on va leur laisser les laisser s'exécuter sur ces moteurs d'exécution ou sur tel ou tel serveur, parce qu'il est potentiellement plus gros en termes de ressources machines disponibles. Pour le dessin d'un flux, je vais faire rapidement un flux, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui va déclencher ce flux? C'est un trigger TCP, c'est un web service, c'est un trigger manuel, c'est l'arrivée d'un message ou c'est l'arrivée potentiellement d'une file AMQP ou typiquement c'est un trigger assez simple de type date et on va pouvoir venir faire des tests donc tous les jours, toutes les 10 minutes potentiellement sur une plage d'horaire donnée. On va interdire, on va démarrer le flux à minuit et on va l'arrêter à 21h. Et ici, on va pouvoir potentiellement venir le conditionner à la présence ou non d'un fichier de type étoile.txt dans le répertoire, ce qui fait que le flux va venir se déclencher toutes les 10 minutes, de minuit à 21h, quand dans ce répertoire ou dans cette arrivée FTP ou dans ce trigger de type qui pourrait être de type mail, on reçoit un mail. Et ce qu'on a également la possibilité de faire, c'est typiquement si ce flux ne s'est pas déclenché, on appelle nous des alertes de non-événement. Si ce flux ne s'est pas déclenché dans la journée, il va potentiellement envoyer une alerte à une liste d'adresses mail prédéfinies dans tout ce qui était référentiel et contact par partenaire ou par utilisateur ou groupe d'utilisateurs, etc. Une fois qu'on a défini son déclencheur de flux, on a une liste d'étapes possibles. Donc, on va faire de la transformation de fichiers. Donc là, on va lui dire qu'en entrée, on a eu un fichier. Tout à l'heure, on parlait de fichier TXT. Donc là, on va avoir la donnée de déclenchement. Et donc, on va venir insérer dans mon état de transformation le déclenchement. On peut y faire une condition, on peut y faire des boucles, tout ce qui est web service, validation, le fameux bus applicatif, etc. Donc, je vous remontrerai tout à l'heure, des logs, des connexions HTTP. Et puis après, il y a tout ce qui est DB Mapper. Et donc, vous voyez que les briques vont s'enchaîner les unes derrière les autres
Et le résultat d'une brique peut entraîner l'exécution suivante. Ce que je vous propose, c'est de voir un scénario qui est déjà finalisé, parce que je ne vais pas reprendre tout ça tout de suite. Donc là, si je vais aller chercher ma transformation, donc là, j'ai un message en entrée en transformation que je vais mapper vers un autre fichier et à des fins de traçabilité pour mon suivi d'exploitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller loguer un certain nombre ou alimenter un certain nombre de variables simples ou des variables listes que je vais aller loguer, ce que je peux retrouver dans mon suivi d'exploitation de mes flux. Et là, effectivement, dans les descripteurs, je peux venir avec des fichiers type XML, des fichiers fixes, des fichiers CSV, des fichiers Unify, des fichiers JSON, et où dans mon DB Mapper, je peux carrément arriver avec une requête avec des bases de données en générant des requêtes en insert, en update ou en select. Et là également, mes fichiers descripteurs, à partir du moment où je les ai réalisés, j'ai la possibilité soit de les importer pour un certain nombre, et également de les sauvegarder dans les bibliothèques pour pouvoir les réutiliser dans d'autres flux de manière séparée. Je peux importer ou sauvegarder mon mapping dans son intégralité ou faire la même chose de l'autre côté sur mon descripteur de sortie finale. Voilà pour ce qui est du descripteur. Dans un descripteur, forcément, les champs qu'on va avoir en entrée, eh ben, potentiellement, on va avoir besoin de les modifier. Typiquement, un prix, eh ben, je vais aller multiplier mon prix par rapport à des champs mappés pour que mon prix soit bien mis sur 2 chiffres après la virgule. Ou typiquement dans mon montant, ben, je vais multiplier ma quantité par mon prix, ce qui va me faire mon montant parce que dans mon message initial, je n'avais que la quantité et le prix, mais je n'avais pas le montant de la liste. C'est des choses qu'on peut faire. Ou alors carrément aller avec une valeur en entrée, d'aller faire une requête dans une troisième base de données. Et cette requête va nous retourner un certain nombre d'informations pour pouvoir la transcodification, la transcoder de l'info. Voilà ce qu'on peut faire dans tout ce qui est transformation. Une étape log où je vais pouvoir mettre de côté un certain nombre d'informations pour vérifier et pour ma traçabilité. Des étapes conditions. Donc forcément, là, typiquement, j'ai reçu une commande, je vais transcoder les articles par rapport à ma base de logiciel. Et si je ne retrouve pas mes articles, donc là, typiquement, si j'ai un article qui est inconnu dans ma commande, ben, au lieu de faire tomber en erreur parce que j'ai pas pu intégrer, je vais aller poser la question à la logistique et la logistique va venir me renseigner donc d'un article inconnu en entrée, un article valide en sortie. Et une fois que j'aurai inséré mon article valide, eh bien, je vais refaire mon process et du coup le flux ne tombera pas forcément en erreur à l'IT. De la même façon, mon état de validation va déclencher un mail et va mettre en stand-by le flux pendant une dizaine de jours et va relancer mes utilisateurs tant qu'ils n'ont pas répondu à la question tous les jours. Forcément, on peut les relancer aussi toutes les heures, etc., pour qu'ils répondent à la question. Là, dans mon état de validation, on a la possibilité d'avoir des pièces jointes, d'envoyer des pièces jointes et également dans les réponses attendues de mes utilisateurs, je peux avoir des champs texte, des cases à cocher, des choix multiples, des listes déroulantes ou carrément la possibilité à mes utilisateurs d'importer des fichiers et derrière, je vais aller processer mon flux. Voilà. Et forcément, si tous les articles, si je reviens sur cette partie-là, si tous mes articles sont connus, et bien mon fichier transcodé va être bon et donc je vais pouvoir communiquer ma commande, puisque là en l'occurrence on était sur une commande, à mon ERP. Ce que je peux également vous présenter, c'est le déroulé de ce flux-là sur mon écran d'exploitation.
Donc là, j'ai déroulé ce même flux hier. Et typiquement, on voit donc que le flux s'est déclenché. Donc là, je retrouve mon fichier de déclenchement de mon fichier, les étapes et toutes les logs que j'ai pu y laisser au fur et à mesure dans mes étapes. Donc mes articles inconnus et le fait que j'ai effectivement des articles inconnus. Je suis allé, comme j'avais des articles inconnus, je suis allé poser la question aux métiers. Les métiers m'ont répondu. Donc, les métiers ont reçu un mail en disant, bah, tiens, j'ai reçu une commande de Auchan, voilà le numéro de la commande, la date de la commande, voilà les articles inconnus, et voilà ce que la personne qui a validé, donc là, en l'occurrence, c'est Debron, a répondu sur ces 2 articles qui étaient inconnus. Merci de les transcoder par ZZZ ou YY. Voilà ce que ça a été fait, ce qui a été fait, et le flux s'est redéroulé de la même façon. Et là, pour le coup, la condition était bonne, et donc, le fichier a été directement intégré au niveau de l'ERP. Voilà, un petit peu. Si vous voulez, je peux dérouler rapidement ce flux en l'exécutant. Je vais prendre une commande de test. Je vais venir la greffer ici. Coller. Voilà. Donc là, mon flux, je l'ai configuré pour qu'il vienne planifier et toutes les 15 secondes venir récupérer mon fichier. Là, je vois que le fichier a été sorti. Je reviens ici dans mon écran d'exploitation. Donc là, je vois que j'ai un flux qui est en cours d'exécution. Et si je continue à l'exécuter, relancer. Voilà. Et donc là, je peux visualiser que on est bien le 19. Voilà. Qu'on est bien le 19 et que mon flux s'est déclenché, il a été transformé et dans mon état de condition, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait une validation à faire et le flux est en attente de la validation de la part de mon utilisateur. Donc là, un utilisateur a reçu un mail avec un lien direct et avec les infos qu'on aura préalablement mis de côté et qu'on lui aura présenté dans le mail. Et dans son mail, il va retrouver effectivement que le flux est là et avec un lien direct vers ici où il peut valider en renseignant ici l'article ABC 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, ici. Voilà, on va dire que c'est la raison de pourquoi nous validons cela. On valide. Et on va revenir dans notre écran d'exploitation. Dans notre écran d'exploitation, on va pouvoir visualiser qu'effectivement, on a un flux qui est toujours en cours d'exécution de ce côté-là. Également un autre flux qui est en attente de validation. Ce qu'on a aussi la possibilité de faire, c'est de rejeter la validation et de dire rejet de cette commande, ce qui fait que le flux va tomber en erreur, il va se mettre en erreur au niveau de l'IT. Donc, les conditions. Donc là, ça, c'est le flux qui s'est déroulé. Si je reviens ici, les infos de validation. Donc là, on va retrouver effectivement les articles qui étaient en validation et les réponses que j'ai mis avec le commentaire que j'y avais inséré de ce côté-là. La partie, l'article ici était transcodé par A, ABC, 1, 2, 3, etc. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Donc vous pouvez effectivement voir que c'est un écran et une façon d'interagir avec les flux de manière très tactile.
juste pour vous montrer rapidement ce qui est également capable de faire, c'est là de mettre sur d'exposer DEX à des triggers qui viennent de l'extérieur avec des conditions. Donc là, on va exposer DEX vers le monde extérieur avec des adresses URL ou des méthodes de connexion personnalisées qui viennent déclencher le flux, avec des authentifications par partenaire, avec chacun son nom d'utilisateur, son mot de passe, avec des méthodes, avec potentiellement des variables en entrée, pour pouvoir déclencher de l'autre côté un flux avec potentiellement des boucles, etc. Et lui, il est également capable d'aller se connecter en web service pour aller chercher de l'information potentiellement chez un partenaire ou directement dans vos applicatifs qui sont ouverts en API. Voilà également ce qu'il est capable de faire. Je vais juste rapidement revenir sur la présentation, puisque là, l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on interagit directement avec CoServIt. Et donc, vous allez pouvoir retrouver les écrans que vous avez la possibilité, enfin, que vous avez l'habitude de voir sur le service Nav, avec effectivement savoir si le trafic entre DEX et votre RP est toujours au vert ou au rouge, et vous retrouvez effectivement toutes vos logs en termes de services d'utilisation, des équipements, etc. Donc ça, c'est l'intégration directement dans service Nav. Non, mais ouais. Et juste pour compléter un petit peu, en fait, ce qu'on voyait à l'écran, c'est que tu retrouves ici sur la démo, là, si tu vas en dessous de Cipex Global, tout à gauche, AIDEX, voilà. Et en fait, qui est une map du database. Là, Benjamin nous montrait l'URL partagée, que vous connaissez, la fonctionnalité Dashlink. Mais effectivement, voilà, l'idée, c'est d'avoir une map avec tous les statuts actuel venant de Dex. À chaque point de contrôle, on va se sourcer dans Dex. Et ces points de contrôle-là peuvent être aussi mis au niveau d'une météo. Donc, j'imagine c'est ce que tu allais montrer juste ensuite, Benjamin. Tu cliques sur supervision en haut dans le menu. L'idée, c'est de vous montrer les dépendances d'une météo qui peuvent aussi être associées à Dex. Ouais, donc, si tu cliques sur météo, si tu prends la première application externalisée site web commercial et tu cliques sur voilà, et puis visualiser la carte. Ouais, c'est pareil, tu peux aller là aussi. Visualiser la carte. Alors attends, parce que je vois pas où. Ah, visualiser la carte, pardon, voilà. Et oui. Voilà. Alors voilà, on voit les. Vas-y, si tu veux commenter. Non, vas-y, là-dessus. Et en fait, on voit la météo que vous connaissez aussi avec les dépendances de l'EAI. Donc, on considère ici que le site web commercial ou de e-commerce dépend de DEX e-business, de la partie informatique, de la partie back-office. Donc, des métriques que DEX nous renvoie et qu'on a associé à cette météo qui dépend aussi d'autres choses, du back-end, du serveur web, du ressenti utilisateur, etc. Mais effectivement, des notions de dépendance bloquantes et dégradantes au niveau de DEX, le AI. Donc, c'est carrément dans notre démo et ça fonctionne. Exactement. Est-ce que on peut consacrer 2-3 minutes là si certains ont des questions ou des sujets auxquels je suis passé un peu rapidement, forcément, si l'idée était vraiment de brosser rapidement l'utilisation de DEX et de ses fonctionnalités. C'est un outil qui est assez large dans son utilisation, donc je ne suis pas rentré dans tous les détails. J'ai essayé de montrer un scénario assez commun
de ce qu'on peut faire avec Dex. Merci beaucoup d'avoir participé et d'être venu, effectivement, d'avoir répondu présent pour ce partenariat avec Tenor.